La première, Suzanne courut au petit boudoir qui séparait le grand salon de la chambre de son père. Mais dès l'entrée, un spectacle affreux la terrifia. À la lueur oblique de la lune, on apercevait à terre 2 corps inanimés, couchés l'un près de l'autre. « Père, père, c'est toi? Qu'est-ce que tu as » s'écria-t-elle affolée, penchée sur l'un d'eux. Au bout d'un instant, le comte de Gesvres remua. D'une voix brisée, il dit « Ne crains rien, je ne suis pas blessé. Et Daval, est-ce qu'il vit? Le couteau! Le couteau !» À ce moment, 2 domestiques arrivaient avec des bougies. Raymond se jeta devant l'autre corps et reconnut Jean Daval, le secrétaire et l'homme de confiance du comte. Sa figure avait déjà la pâleur de la mort. Alors elle se leva, revint au salon, prit au milieu d'une panoplie accrochée au mur un fusil qu'elle savait charger et passa sur le balcon. Il n'y avait certes pas plus de 50 à 60 secondes que l'individu avait mis le pied sur la première barre de l'échelle. Il ne pouvait donc être bien loin d'ici, d'autant plus qu'il avait eu la précaution de déplacer l'échelle pour qu'on ne pût s'en servir. Elle l'aperçut bientôt, en effet, qui longeait les débris de l'ancien cloître. Elle épaula, visa tranquillement et fit feu. L'homme tomba. « Ça y est, proféra l'un des domestiques. on le tient celui-là, j'y vais. » Non, Victor. Il se relève. Descendez l'escalier et filez sur la petite porte. Il ne peut se sauver que par là. Victor se hâta, mais avant même qu'il ne fût dans le parc, l'homme était retombé. Raymond appela l'autre domestique. Albert, vous le voyez là-bas, près de la grande arcade? Oui, il rampe dans l'herbe. Il est fichu. Surveillez-le d'ici. Pas moyen qu'il échappe. À droite d'Erwin, c'est la pelouse découverte. Et Victor garde la porte à gauche. Dit-elle en reprenant son fusil. N'y allez pas, mademoiselle. Si. Dit-elle, l'accent résolu, les gestes saccadés. Laissez-moi. Il me reste une cartouche. S'il bouge... Elle sortit. Ils organisèrent une battue méthodique, fouillant chaque buisson, écartant les lourdes traînes de lierre enroulées autour du fût des colonnes. On s'assura que la chapelle était bien fermée et qu'aucun des vitraux n'était brisé. On contourna le cloître, on visita tous les coins et recoins, les recherches furent vaines. Une seule découverte, à l'endroit même où l'homme s'était abattu, blessé par Raymond. On ramassa une casquette de chauffeur, en cuir fauve. Sauf cela, rien. À 10 heures, 2 autos descendaient la pente légère qui aboutit au château. L'une, vénérable calèche, contenait le substitut du procureur et le juge d'instruction accompagné de son greffier. Dans l'autre, modeste cabriolet, avaient pris place 2 jeunes reporters représentant le journal de Rouen et une grande feuille parisienne. Le vieux château apparut. Là vivait le comte de Gesvres avec sa fille Suzanne, jolie et frêle créature aux cheveux blonds, et sa nièce Raymonde de Saint-Véran, qu'il avait recueillie 2 ans auparavant, lorsque la mort simultanée de son père et de sa mère laissa Raymonde orpheline. Comte très riche, il gérait lui-même sa fortune et surveillait ses propriétés avec l'aide de son secrétaire Jean Daval. Dès l'entrée, le juge d'instruction recueillit les premières constatations du brigadier de gendarmerie Quevillon. Aussitôt, l'ordre parfait du salon fut remarqué. Pas un meuble, pas un bibelot qui ne parussent occuper leur place habituelle, et pas un vide parmi ces meubles et ces bibelots. Au fond, sur les panneaux, 4 belles toiles, dans leur cadre du temps, représentaient des scènes mythologiques. C'étaient les célèbres tableaux de Rubens, légués au comte de Gesvres par son oncle maternel, le marquis de Bobadilla. Monsieur Filleul, le juge d'instruction, observa. « Si le vol fut le mobile du crime, ce salon, en tout cas, n'en a pas été l'objet. » « Qui sait ?» fit le substitut qui parlait peu, mais toujours dans un sens contraire aux opinions du juge. « Voyons, cher monsieur, le premier soin d'un voleur eût été de déménager ces tapisseries et ces tableaux dont la renommée est universelle. » À ce moment, le comte de Gesvres entra, suivi du médecin. La pièce, où personne n'avait pénétré depuis le crime, sauf le docteur, offrait à l'encontre du salon le plus grand désordre. 2 chaises étaient renversées, une des tables démolie, et plusieurs autres objets, une pendule de voyage, un classeur, une boîte de papier à lettres, gisaient à terre. Et il y avait du sang à certaines des feuilles blanches éparpillées. Le médecin écarta le drap qui cachait le cadavre. Jean Daval était étendu sur le dos, un de ses bras replié sous lui. On avait ouvert sa chemise, et l'on apercevait une large blessure qui trouait sa poitrine. « La mort a dû être instantanée, » déclara le docteur. « Un coup de couteau a suffi. » « C'est sans doute, dit le juge, le couteau que j'ai vu sur la cheminée du salon, près d'une casquette de cuir. » Oui, certifia le comte de Gesvres. le couteau fut ramassé ici même. Il provient de la panoplie du salon d'où ma nièce, mademoiselle de Saint-Véran, arracha le fusil.
Quant à la casquette de chauffeur, c'est évidemment celle du meurtrier. Monsieur Filleul prit sur la cheminée la casquette en cuir, l'examina, et appelant le brigadier de gendarmerie, lui dit à part « Brigadier, envoyez immédiatement un de vos hommes à Dieppe, chez le chapelier Maigret, et que monsieur Maigret nous dise, si possible, à qui fut vendue cette casquette. » Le champ des investigations, selon le mot du substitut, se limitait à l'espace compris entre le château, la pelouse de droite et l'angle formé par le mur de gauche et par le mur opposé au château. Tout de suite, dans l'herbe foulée, on nota le passage du fugitif. À 2 endroits, des traces de sang noirci, presque desséchées, furent observées. Après le tournant de l'arcade, qui marquait l'extrémité du cloître, il n'y avait plus rien. La nature du sol tapissé d'aiguilles de pin ne se prêtant plus à l'empreinte d'un corps. Mais alors, comment le blessé aurait-il pu échapper au regard de la jeune fille, de Victor et d'Albert? Le juge haussa les épaules et s'en retourna vers le château, assez morose. Décidément, l'affaire s'annonçait mal. Un vol où rien n'était volé, un prisonnier invisible, il n'y avait pas de quoi se réjouir.